Ma vidéo rétrospective sur l'univers des Gardiens de la Galaxie dans le MCU, cette saga incroyable et iconique de Marvel Cinematic Universe, avant la sortie du 3 venant malheureusement y mettre un terme. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critiques ciné, séries, TV. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en faisant sonner la petite cloche. Je suis également présent sur les réseaux Facebook et TikTok. Au plaisir de vous y retrouver. De manière générale, les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même un univers qui est extrêmement riche, que ce soit dans les comics comme dans les films. Ce premier opus des Gardiens de la Galaxie, il est sorti déjà en 2014, il y a quasiment 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Ça a fait un petit peu dans mon esprit comme l'effet d'une bombe au sein de la phase 2 du MCU. Et c'est arrivé avec une note de fraîcheur très intéressante, notamment parce que James Gunn, qui en est à la fois le scénariste et le réalisateur, sait de quoi il parle. Donc ça fait plaisir, on a quelqu'un qui maîtrise son sujet, quand bien même il y a énormément de contradictions entre l'univers du film et l'univers des comics. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du MCU sans évoquer les Gardiens de la Galaxie, c'est impossible. Comme je le disais, là c'est juste pour l'aspect comparatif avec les comics, mais effectivement il y a un gros décalage entre ces derniers et les deux films, les 3 films qui nous ont été proposés, spécifiques aux Gardiens de la Galaxie. Le 1, le 2 et Happy Holiday. Par exemple, des personnages comme Van Sastro ou Martinex sont absents. Yondu n'a pas du tout le rôle qu'il devrait avoir. On a également Groot, qui normalement est un personnage complètement terrifiant, qui capture des humains pour faire des expériences sur eux. Là, au contraire, on a un personnage qui est véritablement propice au marketing et à la vente de produits dérivés. Bref, on a beaucoup de dissensions entre les comics et les films. On peut également citer Drax, qui n'a absolument rien à voir avec la puissance qui est censée lui conférer Chronos dans les comics. Là, Drax, certes, il a une force extraordinaire, mais il est loin de l'image qu'on est censé s'en faire dans les comics, de quoi terrasser malheureusement Thanos. Là, ça reste finalement un super-héros assez bas de gamme. On le verra plus tard dans la vidéo. Bref, après ce léger aparté sur la différence des comics et des films, intéressons-nous plutôt aux personnages. Personnellement, je les trouve quand même bien travaillés, ils ont chacun une certaine individualité qui leur est propre, ce qui est essentiel dans un film qui a la prétention de nous présenter un film de groupe, un film avec une bande, bien sûr son chef, mais une bande. Le gros avantage pour moi dans les Gardiens de la Galaxie, c'est qu'il est très facile d'avoir une certaine empathie vis-à-vis de ces personnages. Il est très facile de s'y reconnaître. Chacun est marqué par plusieurs sentiments qui font écho à ce que l'humanité a de plus traditionnel. La haine, la colère, la duplicité, le mensonge. Ils sont tous travaillés et chacun amène véritablement sa patte au sein de cet univers magique que sont les Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, l'équité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Nous avons des personnages comme Rocket Raccoon ou encore Drax qui ne sont pas suffisamment travaillés. Après, attention, Drax fera l'objet d'une petite partie à part, mais pour Rocket Raccoon, des échos que j'ai eu des personnes qui ont déjà pu voir, qui ont la chance d'avoir pu voir les Gardiens de la Galaxie 3 en avant-première, eh bien ce film sera essentiellement consacré à Rocket Raccoon, ce héros essentiel des Gardiens de la Galaxie. Donc, wait and see. Et la transition, elle est toute naturellement trouvée, c'était pour justement faire cette petite mention spéciale à Drax, à Dave Bautista. C'est un acteur qui est incroyable, moi personnellement, je l'ai découvert quand j'étais tout petit, à la télévision, le vendredi et le samedi soir, sur le catch, sur Raw. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un excellent acteur, un grand acteur, qu'on a pu retrouver dans des films qui sont brillants, comme Blade Runner, ou encore Dune, où il joue le rôle de Rabban Harkonnen. Et c'est incroyable, parce que de là où il vient, pour en arriver là où il est aujourd'hui, je le trouve fondamental en fait, dans l'essence même de ce qu'est les Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, comme je le disais en début de cette vidéo, il s'avère finalement assez peu travaillé et en décalage complet avec ce pourquoi il a été créé par Chronos dans les comics. C'est assez décevant parce que il apporte une touche d'humour qui est incroyable à cet univers, qui jouit d'un humour qui est exceptionnel, mais malheureusement ce personnage-là tend parfois à la bouffonisation, dans la mesure où vous avez par exemple récemment un article où Dave Bautista était quand même assez déçu du traitement qui a été réservé à son personnage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un personnage de très grande qualité, malheureusement peut-être pas assez exploité, ou pire, peut-être mal exploité. Ce qui nous vient à parler de l'humour en général des Gardiens de la Galaxie.
En 2014, comme je l'ai dit, ce film ça a été une petite bombe dans la phase 2 du MCU. C'est arrivé avec un vent de fraîcheur qui était quand même assez incroyable, un humour qui était maîtrisé, totalement absurde, mais qui est propice aux Gardiens de la Galaxie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça a marché, la sauce a été très bonne, notamment dans le 1, notamment dans le 2, même si on tendait, comme je le disais, à la bouffonisation un petit peu de Drax, et c'était à la limite de ce qui était acceptable en termes d'humour, parce que ça devenait un petit peu trop. Le problème, c'est que cette patte-là qui a tant marché, Marvel a voulu l'adapter à l'ensemble de ses films. Et donc c'est ce qui a conduit à cette expression un petit populaire, la marvelisation de certains films, elle vient un petit peu de là. Cet humour exagéré qui est originellement issu des Gardiens de la Galaxie. Or, cet humour-là, il est fait pour par et pour les Gardiens de la Galaxie. Il n'est pas fait pour d'autres films, comme par exemple Ant-Man ou encore Endgame, que j'ai trouvé assez décevant malheureusement de ce point de vue-là. Il y avait beaucoup trop d'humour. C'est censé rester en famille. Deux petites parties mixées en une, la scénarisation d'un côté, la réalisation de l'autre. Comme je le disais en début de vidéo, James Gunn, eh bien il fait les deux. C'est super parce que ça assure un arc narratif, une cohérence d'ensemble qui est véritable. En plus de cela, on a un James Gunn qui connaît les comics, qui s'en est imbibé quand il était petit, qui s'en est imprégné véritablement. Et l'avantage à cette dualité qui n'en est pas une entre la scénarisation et la réalisation, c'est que ce qu'il veut retranscrire sur le fond en termes de scénario, eh bien visuellement, il peut le faire selon ce qu'il a envie. Et ça donne une patte qui est très forte avec une cohérence d'ensemble qui est quand même redoutable. On a des films qui nous amènent d'un point A vers un point B en toute logique. Même si, c'est ce que je reprochais un petit peu aux deux, on perd un petit peu cette essence-là, ce brio de ce qui fait les Gardiens de la Galaxie, et on s'essouffle sur un scénario qui est un petit peu moins intéressant que celui du 1. Petit aparté, mais moi qui m'a beaucoup satisfait quand en 2014 est sorti Les Gardiens de la Galaxie, c'est la mise en lumière de la culture des années 70, à travers beaucoup bien évidemment les références musicales, mais aussi un petit peu les références esthétiques, notamment au regard des affiches qui sont utilisées pour la promotion des films ou encore certains décors. Mais ça reste quand même très léger. On est très loin de la série Stranger Things qui nous inonde, qui nous abreuve de références à la culture des années 70. Là ça reste quand même un petit peu léger, mais ça a l'avantage d'avoir réhabilité une musique que finalement beaucoup de jeunes de la génération des millénials en fait, que les millénials ne connaissaient pas, donc ça c'est très bien. Autre point important qui moi m'interpelle énormément dans un film, c'est la capacité du réalisateur, des scénaristes à nous faire véhiculer certaines émotions. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers ce film? Qu'est-ce qu'ils veulent partager comme sentiment? Là, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un grand film tout public, c'est drôle, on en apprend énormément sur l'univers du Marvel, du MCU, mais effectivement, il manque un petit peu cette touche émotionnelle qui me fait moi vibrer. Ces films ne me font pas vibrer, je les adore, mais je ne vibre pas pour ces films-là. On a eu par exemple deux scènes émotionnellement très fortes. Dans le 1, le sacrifice de Groot qui est magnifique, dans le 2, le sacrifice de Yondu qui est tout aussi magnifique, avec le défilé funéraire, on va dire, l'hommage funèbre à Yondu qui est incroyable à regarder, qui est riche en émotions. Malheureusement, sur deux films, et donc sur un peu plus de peut-être 4 heures je crois de film, ça n'est pas assez, ça n'est pas suffisant. C'est pour ça j'espère implacablement que le 3 pourra nous véhiculer plus que ce qui était prévu dans cette franchise-là, parce que maintenant, ça reste, le décor qui tombe par terre, ça reste un petit peu encore en surface. On a besoin de quelque chose de plus grand qui percute un petit peu notre esprit. Bref, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut attendre des Gardiens de la Galaxie volume 3 ? Bien évidemment, d'une part, le retour de Gamora, donc issu du multivers, donc ça n'est pas du tout la Gamora qu'on a connue, ça bien évidemment, mais on sait qu'elle est là, on l'a vu dans la bande-annonce. Deuxième point le plus important, le second point le plus important, c'est bien évidemment Adam Warlock. Dans le MCU, il a été créé par Ayesha, mais dans les comics, il a été créé par l'Enclave, mais la finalité, elle est la même. Une super arme de destruction massive avec des pouvoirs complètement incroyables va nouvellement voir le jour. À ce titre-là, son absence dans le grand final contre Thanos a été remarquée, contrairement par exemple aux comics de 1991, je crois. Là, effectivement, c'est justifié dans la mesure où il aurait tout pété. Il n'y avait aucun héros, aucun super-héros, aucun super-vilain qui ne lui arrivait à ne serait-ce que 1% de sa puissance à lui. Donc c'était tout à fait justifié. Mais la véritable question qu'il va falloir se poser dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3 au sujet d'Adam Warlock, en fait il y en a trois, c'est: va-t-il être un pur méchant, dans la mesure où il a été créé pour détruire,
Au contraire, va-t-il se rendre compte un petit peu des équations de la vie qui ne sont pas finalement si simples que ça, et va-t-il rejoindre du coup les Gardiens de la Galaxie comme c'est prévu un petit peu dans les comics, puisqu'il bosse notamment beaucoup avec Gamora. Et enfin, troisièmement, va-t-il y avoir une connexion, qu'elle soit positive ou négative, entre lui et Kang le Conquérant, qui est normalement le grand méchant de cette nouvelle phase du MCU. C'est lui qui remplace Thanos, même si on l'a vu, il était quand même très mal exploité dans Ant-Man 3. Bref, on en attend beaucoup de ce personnage parce qu'il a une certaine complexité à la fois dans les comics, mais là aussi normalement dans les films tel qu'il va être présenté. Et c'est pourquoi je vais vous faire une petite citation de James Gunn. À la question « Adam Warlock est-il un pure evil ?» Est-il un pur méchant? Il répond « C'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas vraiment gentil. Vous allez découvrir la forme infantile de Warlock tout juste sorti du cocon. C'est pourquoi il ne comprend pas très bien la vie en général. C'est véritablement un bébé. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On aura affaire à une créature tout juste sortie de son cocon, qui ne comprendra pas bien la vie, qui sera peut-être animée par des sentiments qui sont propices justement à la jeunesse de la vie. L'incertitude, le manque de discernement, la méchanceté, peut-être même la haine, peut-être même la cruauté. Bref, on va avoir un personnage qui va être complexe et qui va sûrement s'inscrire dans une tonalité très grisaillante. On ne sera sûrement pas plonger totalement dans le noir ou totalement dans la lumière. C'est ça qui va être intéressant et c'est ce qui moi me plaît justement dans ce type de personnage. J'ai pas envie de me reconnaître dans un gentil. J'ai envie justement qu'il puisse y avoir quelque chose de grand et qu'il y ait cette part d'émotion inhérente à la construction d'un méchant fort. Bref, un personnage complexe qu'on va suivre avec attention dès mercredi soir prochain. C'est tout pour moi, j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme l'univers des Gardiens de la Galaxie. Est-ce que vous attendez ou pas du coup la sortie du volume 3? Moi je l'attends avec impatience, quand bien même je vous l'ai dit. Le 1, il était là, le 2, un petit peu en dessous. Happy Holiday, bon ben complètement à part. Et puis le 3, des échos que j'en ai eu, c'est peut-être l'un des meilleurs Marvel Cinematic Universe jamais sortis. Ne faisons pas trop confiance à la hype, on attend de voir ce que ça donne, et on fera une critique d'ici là. En attendant, portez-vous bien comme dirait l'autre, au plaisir de vous retrouver sur All You Can Watch, la chaîne de critiques ciné, séries, TV. Salut les Watchers!